la natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Bonjour Salomé Berriot. Bonjour. Fondatrice de l'association Chemin d'Avenir, co-auteure du premier rapport sur l'infertilité remis il y a 2 ans à l'ancien ministre de la Santé Olivier Véran, rapport que vous aviez rédigé avec le professeur Samir Hamama, basé également sur votre propre histoire qui vous a d'ailleurs inspiré un livre, un roman, La peau des pêches. Quand vous entendez Emmanuel Macron prononcer ces mots, l'infertilité, c'est le tabou du siècle, vous les attendiez ces mots-là ? Ah oui, je les attendais et on était vraiment très très nombreux à les attendre. C'est vrai que tout le travail qu'on a fait avec le professeur Samir Hamama et avec des associations très engagées sur ce sujet de l'infertilité et de la lutte contre l'infertilité, avec des patients, des anciens patients et évidemment avec des experts et notamment des professeurs de médecine, visait d'abord à bien faire comprendre l'ampleur du phénomène, de ce phénomène de l'infertilité, ses causes, et puis ensuite à pouvoir évidemment formuler des propositions pour combattre le sujet en amont et aussi mieux l'accompagner en aval, de manière curative. Quand il dit que c'est le tabou du siècle, ça n'est pas exagéré, c'est un tabou en France, on n'en parle pas ? Si on estime qu'un sujet tabou, et c'est mon cas, c'est un sujet qui concerne des millions de Français, donc là c'est 3,3 millions de Français directement touchés, et en réalité le chiffre double puisque c'est le couple qui est concerné, sans même compter d'ailleurs la famille par capillarité, les parents, etc. Mais en tout cas, des millions de Français et un sujet dont on ne parle pas pendant des décennies, et ça a été le cas. On en parlait en gros en chuchotant, en se cachant. Quand on était une femme, on n'osait pas forcément le dire, que ce soit à ses amis, à son employeur. C'était votre cas, si on raconte un peu votre histoire. Vous aviez 27 ans quand vous avez appris avec votre mari que vous ne pourriez pas avoir d'enfant. Et là, vous avez débuté un parcours d'aide à la procréation assistée. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit facilement, par exemple ? Alors, bon, ce qui est vrai, c'est que vraiment, mon cas n'a d'intérêt que parce qu'il fait justement écho à la situation de ces millions de Français. Et d'en parler, c'est de contribuer aussi à lever ce tabou-là. Et je dois dire que moi, en fait, c'est vraiment ce qui m'a poussée à fonder, c'est vraiment ce qui m'a poussée à écrire La peau des pêches et puis ensuite à m'engager auprès du professeur Samir Hamama pour ce rapport. C'est-à-dire, à un moment donné, ça m'était devenu insupportable de vivre cette situation intime avec tous les défis, y compris physiques, y compris financiers, y compris psychologiques qu'elle comportait, me rendre compte très rapidement qu'on était des millions à vivre cette situation et m'apercevoir que personne n'en parlait et qu'on n'osait pas le faire. Donc le livre, c'était ça, c'était poser sur la table, lancer dans le débat public l'histoire d'un couple très banal, un couple amoureux qui a envie d'avoir des enfants et tout le parcours du combattant qu'il allait traverser. En quoi insupportable la situation ? Pourquoi est-ce que vous dites que c'est insupportable de vivre ? C'est insupportable. Alors, si vous voulez que je décrive un petit peu pour que, effectivement, c'est important, je pense que les gens comprennent, ceux qui ne traversent pas ça directement, comprennent ce que c'est qu'un parcours d'aide médicale à la procréation. Vous êtes un couple qui décide d'avoir des enfants, vous n'y arrivez pas, et peut-être au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, un diagnostic médical va être posé. On va vous dire, voilà, vous ne pourrez pas en avoir, en tout cas pas sans l'aide de la médecine. À partir de là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir pendant des mois, des années, la plupart du temps, des traitements hormonaux très lourds. Vous allez vous faire des piqûres dans le ventre, dans les cuisses. Vous allez probablement aussi connaître des fausses couches, précoces ou non, parce que ça ne marche pas toujours et c'est ce qu'il faut aussi rappeler. Un couple sur 2 se lance dans un parcours d'infertilité et n'a pas d'enfant à la fin de ce parcours. Donc, c'est loin d'être une baguette magique qui fait que vous rentrez chez vous avec un bébé. Ça, c'est important de le dire. C'est pas parce qu'on commence ce parcours-là d'aide à la procréation assistée qu'on aura un jour un enfant. Oui, et c'est important de le dire aussi pour pouvoir justement bien anticiper les choses, bien les comprendre. L'information, voilà, c'est aussi le pouvoir. Donc, connaître tous les tenants et les aboutissants de ce parcours, c'est fondamental. Sur la dimension professionnelle, imaginez une femme qui est lancée dans ce parcours. Alors, bien sûr, l'homme est aussi concerné et il faut le dire parce que c'est pas simple pour les hommes de traverser un parcours d'AMP, mais c'est la femme qui est en première ligne sur le plan médical. Ça veut dire qu'elle va devoir expliquer à son
son employeur souvent que le matin, plusieurs fois par mois, elle ne sera pas là aussitôt que prévu parce qu'elle va avoir des analyses de sang à faire, parce qu'elle va avoir des échographies à faire. Ça veut dire qu'il y aura des moments où son emploi du temps va complètement changer. Est-ce qu'elle le dit? Est-ce qu'elle ne le dit pas? Est-ce que son employeur comprend? Est-ce qu'elle est en mesure de le dire? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'aura pas la promotion qu'elle attendait? Parce qu'il y a des espèces, encore une fois, de croyances autour du sujet sur le thème de une femme en parcours d'AMP, est-ce qu'elle ne va pas être bouleversée sur le plan hormonal au point de ne pas pouvoir gérer la situation? Est-ce qu'elle ne va pas être tellement concentrée sur son projet familial qu'on ne peut pas lui donner la promotion qu'elle attendait? Ça a aussi un impact financier, parce que même si c'est pris en charge par la sécurité sociale, il y a des vrais dépassements d'honoraires d'une part. D'autre part, il faut parfois compenser les douleurs physiques par de la médecine douce. Ça change votre planning. Vous ne pouvez pas partir en vacances parce que vous ne savez pas exactement quand est-ce que vous allez partir. Ça change votre rapport à votre famille élargie, parce qu'il y a tous ces repas de famille auxquels vous n'oserez plus aller. Pourquoi on n'ose plus aller à ces repas de famille? Parce qu'en gros, et ça c'est là où, à partir du moment où les gens seront mieux informés, mieux éduqués, qu'il y aura un travail de pédagogie qui sera fait là-dessus, on n'aura plus forcément ces discussions sur le thème de « alors, et vous, c'est pour quand ?» Et ça, c'est vrai qu'il y a une forme de pression sociale autour de la trentaine sur le thème de chop chop, allez-y, c'est pour quand le prochain bébé? Et pour des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui en ont très envie, et ils sont très nombreux. Et moi, c'est vrai qu'avec la parution de La peau des pêches, j'ai reçu des milliers de témoignages de gens dans ce parcours. Je dois vous dire qu'à chaque fois, je suis extrêmement émue, à la fois parce que ça me rappelle le mien, mais aussi et surtout parce que je sais à quel point ce qu'ils traversent est vraiment dur. Ce sont vraiment des combattants. Et donc, voilà, il faut éduquer les gens. Et après, il y a toute la dimension, et c'est le sens de ce rapport que nous avons rendu, la dimension, on va dire, autour de l'information, avec des choses très concrètes à mettre en place, et la dimension curative. On va y venir, bien sûr, à cette dimension-là, mais juste... vous me parlez du parcours du combattant qu'on a bien commencé à imaginer et à comprendre, mais rien que le fait d'apprendre. Quand on vous dit la première fois, bah voilà, vous n'aurez pas d'enfant, en tout cas sans l'aide de la médecine, c'est déjà un premier choc psychologique. Il faut d'abord se remettre de ça. Absolument. Enfin, en fait, très souvent, ce que les gens disent, c'est qu'ils ont l'impression de se faire rouler dessus par un camion. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout cet imaginaire que vous développez sans forcément être très romantique, mais qu'un jour, vous allez, avec votre mari, avec votre femme, décider d'avoir un enfant, de fonder une famille, que vous allez faire l'amour, et puis que quelques mois plus tard, ce sera bon. Tout à coup, on vous dit non, non, d'abord, ça n'arrivera peut-être jamais, et ensuite, pour avoir un enfant, vous allez devoir en passer par un parcours de soins très lourd. Et à partir de là, c'est parti. Mais vous avez raison, il y a une prise de conscience d'abord et une acceptation de ce parcours qui n'est pas neutre, ça c'est certain. Quand le président Emmanuel Macron veut lancer un plan pour lutter contre, ça veut dire qu'on peut agir pour améliorer, on va dire, la fertilité des couples en France. Là, ça touche quoi? Un couple sur 7 qui ont des difficultés, un couple sur 4 qui est touché par ça. Et c'est quelque chose, c'est une tendance qui ne fait qu'augmenter? Absolument, oui, ça ne fait qu'augmenter. Alors, ce n'est pas uniquement le cas de la France, c'est le cas en Europe, c'est le cas dans le monde. On est considéré comme infertile quand ça fait 1 an. En tout cas, on peut consulter et être pris en considération comme tel à partir du moment où ça fait 1 an qu'on essaie d'avoir un enfant chez soi et qu'on n'y arrive pas. Mais effectivement, ça augmente. Alors, pour des raisons qui sont au moins au nombre de 3. Oui. D'abord, des raisons sociétales, des raisons environnementales et des raisons médicales. Et souvent, c'est la combinaison des 3 qui donne lieu à cette augmentation de l'infertilité. On entend beaucoup les gens dire « c'est parce qu'il y a de plus en plus de pesticides et de pollution ». C'est vrai ou pas? Oui, alors évidemment, les enjeux environnementaux pèsent, le lieu où vous vivez, votre mode de vie, effectivement, les perturbateurs endocriniens, ça joue. Ce qui joue aussi, et ça, il faut le dire de manière très décontractée, mais il faut le dire, c'est l'âge auquel les couples ont leur premier enfant. De plus en plus tard. Effectivement, de plus en plus tard. Et ça joue sur la fertilité, notamment des femmes. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'infertilité concerne un couple sur 4 quand la femme a 30 ans et un couple sur 2 quand la femme en a 40. Et puis, la question médicale, avec notamment la chute de la concentration spermatique du côté des hommes. Quand vous parlez de l'âge des femmes, bien sûr, qui recule avec l'allongement de la durée des études, le fait que les femmes privilégient aussi leur carrière, travaillent de plus en plus longtemps avant d'avoir un enfant, ça peut mettre aussi cette pression psychologique sur le dos des femmes. C'est ce que reprochent d'ailleurs un peu quelques femmes, là, depuis qu'Emmanuel Macron a prononcé ce discours sur l'infertilité qui est le tabou du siècle, et certaines femmes qui se voient en colère. La députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, qui a réagi en disant « La natalité, les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État ». Est-ce que vous le comprenez, ça ?
Ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron a employé des termes vraiment forts. Le réarmement démographique, c'est sûr que ça n'est pas neutre comme terme. Et je comprends qu'il puisse interpeller, cette expression-là puisse interpeller. Mais mon sentiment, et c'est ce que j'entends, hein, notamment du côté des associations et des patients et anciens patients en réaction à ces annonces-là, c'est que ça montre surtout la volonté présidentielle de prendre ce sujet en main et de lui donner autant d'ampleur qu'il en a besoin pour que les lignes bougent. Et en fait, on ne s'est jamais attaqué à un sujet tabou de manière tiède, avec le dos de la cuillère. Il faut y aller franchement. Donc voilà, c'est ce que j'entends là-dedans. Même si, oui, l'argument de femmes, plusieurs comme Sandrine Rousseau, disent oui, mais chaque femme est libre de choisir de faire ou pas des enfants. C'est vrai qu'il y a cette pression sociale de devoir faire un enfant, de cette horloge biologique, cette fameuse horloge biologique. Certaines répondent oui, d'accord, mais celles qui veulent ne peuvent pas encore aujourd'hui. Oui, voilà. L'enjeu, c'est vraiment la question du choix, en réalité. Que les couples qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants puissent ne pas en avoir sans qu'on les embête sur le sujet, et que ceux qui ont envie d'en avoir puissent surmonter la question de l'infertilité quand elle se pose à eux, et aussi ne pas tomber dans notamment des questions matérielles qui pourraient les empêcher d'avoir des enfants. Et quand je dis surmonter la question de l'infertilité, c'est parce qu'en France, on n'est pas les meilleurs élèves en aide médicale à la procréation. Et il y a notamment, et je veux les citer parce qu'il faut vraiment parler d'eux, beaucoup de couples qui, lorsqu'ils n'arrivent pas à aller au bout de ce projet de bébé en France, doivent partir à l'étranger pour aller faire des enfants. Donc vous imaginez le coût, la logistique, l'organisation. Donc il y a aussi tout ce travail. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'étranger qu'on ne fait pas encore en France pour avoir plus de chances de pouvoir avoir un enfant quand on le souhaite? Il y a des pays notamment où on va regarder de manière plus précise la qualité des embryons avant qu'ils soient transférés et la possibilité ou non que cet embryon donne lieu à une grossesse. Ça, c'est vrai qu'en France, on ne peut pas aller aussi loin. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir autant de transferts d'embryons sur la femme qu'il y a d'embryons potentiels, avec autant de fausses couches, autant d'attentes, autant de traitements hormonaux. Donc ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête. Et encore une fois, qu'il faut bien comprendre pour ne pas penser dans notre imaginaire collectif que se lancer dans un parcours d'AMP, c'est vraiment comme aller chez le dentiste ou encore plus chez le coiffeur. On est très loin du compte. L'autre annonce d'Emmanuel Macron pour relancer la natalité, c'est ce congé naissance qui doit remplacer le congé parental actuel. C'est un congé qui sera mieux rémunéré, mais plus court, 6 mois. Alors qu'aujourd'hui, on le sait, parfois une femme peut avoir un congé maternité qui va jusqu'à 3 ans. C'est une bonne chose ou pas? Là, ça laisse la possibilité, là encore, on peut en parler du choix du père et de la mère de customiser, j'allais dire, son congé parental. À l'envie, oui. J'ai l'impression que sur cette question de l'arrivée d'un enfant et d'un premier enfant, notamment dans le couple, il faut sans doute jouer sur plusieurs leviers. C'est-à-dire que la question, effectivement, du congé maternité et du congé parental ou de naissance, la question de la crèche aussi et du mode de garde, ça, à mon avis, c'est fondamental et il faut aller plus loin là-dessus. Et la question aussi, et c'est là où c'est un sujet de politique publique, mais aussi de compréhension en termes de mentalité, de comment est-ce qu'on accueille un homme et, je dois dire, a fortiori, une femme qui rentre de congé maternité ou de congé parental après l'arrivée de son premier enfant, et comment on lui laisse toute sa place, sans la stigmatiser, sans projeter sur elle. Est-ce que c'est encore le cas en 2024? Je suis fascinée par ça. C'est-à-dire qu'avant d'être moi-même concernée, je pensais qu'on avait beaucoup avancé là-dessus. En réalité, quand on creuse un peu, quand on interroge les gens, on voit que les femmes continuent à être la plupart du temps pénalisées quand elles rentrent après un premier enfant. Merci beaucoup Salomé Berriou, fondatrice de cette association Chemin d'avenir et autrice notamment de ce roman La peau des pêches, inspiré de votre histoire qu'il faut lire absolument. Merci d'être passé sur France Info.